Maintenant, on va accueillir Vincent Grandjean, qui est docteur en philosophie à l'Université de Genève, chargé de cours à l'Université de Neuchâtel, dont les recherches portent essentiellement sur la métaphysique du temps. On disait hier qu'il fallait faire attention parce que ceux qui en font beaucoup deviennent fous. C'est empiriquement établi. Donc, on est inquiet pour toi. Et donc en particulier, tu travailles sur les relations entre temps perçu et temps physique. Tu as des papiers dans Synthèse, Minds and Machines notamment, et ta conférence s'intitule, elle est déjà prête, l'approche non modale de l'essence. Et on est très heureux que tu clôtures ce colloque sur la connaissance des essences et la connaissance philosophique sur un thème qu'on a déjà largement abordé pendant ce colloque, et donc il y a une forme de cohérence qui est maintenue jusqu'au bout, dont on se félicite. Très bien, bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Claudine Tiercelin et Alexandre Declos pour leur invitation et pour l'organisation de ce beau colloque. C'est toujours pour moi à la fois un honneur et un plaisir d'intervenir en ces lieux, qui plus est entouré d'amis. Alors, lorsqu'on m'a demandé de préparer une intervention sur le concept d'essence, je me suis dit que ce serait une excellente occasion de revenir sur le travail d'un philosophe qui exerce actuellement une influence considérable sur la métaphysique contemporaine. On a eu d'ailleurs l'occasion de nous en rendre compte tout au long de ce colloque. Ce philosophe, c'est le Britannique Kit Fine de l'Université de New York, qui a donc initié dans les années 90 une petite révolution dans la façon d'appréhender philosophiquement le concept d'essence. En particulier, Kit Fine est connu pour avoir défendu une approche non modale de l'essence qui tranchait alors avec la doxa philosophique de l'époque. À ce propos, je vous prie de m'excuser, si j'avais su que Kit Fine serait autant discuté durant ces 2 jours, je vous aurais peut-être parlé d'autre chose. Chaque exposé, je priais pour qu'il me reste encore quelque chose d'intéressant à dire sur le sujet, mais voilà, c'est pas grave, je vais essayer de tourner les choses de façon conclusive. Donc, ce que je me propose de faire cet après-midi, c'est premièrement de réaffirmer brièvement l'importance du concept d'essence pour les métaphysiciens. Deuxièmement, de discuter les objections que Fine adresse à l'approche standard, modale de l'essence. Et enfin, troisièmement, d'explorer l'alternative non modale proposée par Fine et ses principales conséquences sur la métaphysique contemporaine. Alors allons-y. Oui, donc comme certains de mes collègues, j'ai décidé de rédiger mes slides en anglais pour que l'exposé soit donc accessible au plus grand nombre. Donc, dans l'histoire de la philosophie et de la métaphysique en particulier, le concept d'essence joue un rôle primordial. La raison principale est que ce concept permet aux métaphysiciens de s'interroger sur l'identité des choses, sur ce que sont les choses. Par exemple, lorsqu'un métaphysicien se demande « qu'est-ce qu'une personne ?», il ne s'intéresse pas à n'importe quelle propriété. Ça lui est égal de savoir si toutes les personnes éprouvent, par exemple, un profond désir de liberté, même si c'est le cas. Ce qui intéresse le métaphysicien, ce sont les propriétés d'un type particulier, en l'occurrence celles qui le renseignent sur la nature de la chose étudiée, dans mon exemple, les propriétés qui font qu'une personne est une personne. Et c'est à cet instant qu'intervient le concept d'essence, puisqu'une façon de caractériser les propriétés qui intéressent en priorité le métaphysicien consiste à dire que ce sont celles qui sont essentielles à son porteur. Donc un métaphysicien essentialiste est quelqu'un qui pense que certaines choses, par exemple les personnes, ont une nature, une essence, ou au moins qu'elles possèdent certaines caractéristiques essentielles, indépendamment de la façon dont ces choses sont décrites ou conceptualisées. Et en plus, qu'il est en quelque sorte de son devoir de les dévoiler, ces propriétés. Maintenant, dans ce contexte où le concept d'essence joue un rôle primordial, il n'est pas inintéressant de faire un pas de côté, de se demander de façon métaphilosophique
ou métaphysique, comme on le dit parfois, ce en quoi consiste l'essence elle-même. Alors, dans l'histoire récente, disons, de la philosophie analytique, il était commun de concevoir l'essence comme une notion modale. L'idée, qui peut paraître intuitive, consiste à analyser l'essence en termes de nécessité métaphysique. En gros, est essentiel à une entité spécifique ce qui appartient nécessairement, au sens métaphysique du terme, à cette entité. Donc, sémantiquement, cette idée est souvent exprimée à l'aide des mondes possibles. On dira par exemple que Socrate est essentiellement humain parce que Socrate est humain dans tous les mondes dans lesquels Socrate existe. Si dans un monde possible, vous croisez un fer à repasser, il ne s'agira pas de Socrate. Alors, dans son article séminal de 1994, Kit Fine propose deux façons précises de caractériser cette approche modale de l'essence, l'une conditionnelle et l'autre non conditionnelle. Tout d'abord, la façon non conditionnelle d'analyser l'essence en termes de nécessité métaphysique dit que X, un objet, est essentiellement F, une propriété, si et seulement si, nécessairement, X est F. Quant à la façon conditionnelle d'analyser l'essence en des termes modaux, elle dit que X est essentiellement F, si et seulement si, nécessairement, X est F, si X existe. Donc la principale différence entre ces deux caractérisations de l'approche modale de l'essence apparaît lorsqu'on considère une propriété telle que être humain qu'un objet tel que Socrate possède essentiellement. En bref, selon l'approche non conditionnelle, la propriété d'être humain implique l'existence de son porteur, c'est-à-dire implique l'existence de Socrate. On ne peut pas être humain sans exister. Le problème potentiel que pose cette première caractérisation est que si Socrate est essentiellement humain, alors il s'ensuit que Socrate existe nécessairement. Et ce n'est pas forcément une thèse que l'on a envie de défendre, puisqu'il nous semble que Socrate est un être contingent. Donc c'est la raison pour laquelle certains philosophes se sont tournés vers une caractérisation conditionnelle de l'approche modale de l'essence qui n'implique pas l'existence. Bon, à vrai dire, cette différence n'a pas beaucoup d'importance pour Fine, puisque selon lui, l'approche modale de l'essence échoue, peu importe que l'on caractérise de façon conditionnelle ou non conditionnelle. D'ailleurs, Fine est même plus radical que cela, puisqu'il ne se contente pas de dire que ces deux caractérisations échouent, il affirme également qu'aucune caractérisation de l'approche modale ne peut réussir à capturer le concept d'essence, pour la simple et bonne raison que c'est l'essence qui permet d'expliquer la modalité et non pas l'inverse. Donc Fine ici opère un véritable basculement assez génial, il faut le dire, dans la façon d'articuler les notions d'essence et de modalité. Mais commençons peut-être par voir ce que Fine reproche aux approches modales de l'essence, donc conditionnelles et non conditionnelles. Alors, de façon synthétique, Fine estime, et on l'a vu à plusieurs reprises aujourd'hui, que ces approches sont défectueuses car elles classent parmi les propriétés essentielles d'une entité spécifique des propriétés qui ne relèvent intuitivement pas de l'essence de cette entité. Donc, pour le prouver, Fine présente 5 propriétés qui appartiennent nécessairement à Socrate, si Socrate existe, mais dont il serait contre-intuitif d'affirmer qu'elles sont essentielles à Socrate. Ces 5 propriétés fonctionnent donc comme autant de contre-exemples à l'approche modale de l'essence, puisqu'elles sont possédées nécessairement par Socrate si Socrate existe, mais n'ont rien à voir avec l'essence de Socrate. Alors, quelles sont ces 5 propriétés? Vous en connaissez déjà quelques-unes. Tout d'abord, la propriété d'exister, si tant est qu'une telle propriété existe. Ensuite, la propriété d'être telle qu'il y ait une infinité de nombres premiers. On peut d'ailleurs remplacer il y a une infinité de nombres premiers par n'importe quelle vérité nécessaire, par exemple 2 plus 2 égale 4. La propriété d'être telle que la tour Eiffel est essentiellement une tour. Et ici aussi, on peut remplacer la tour Eiffel est essentiellement une tour par n'importe quelle vérité essentielle, pour autant que celle-ci soit bien évidemment déconnectée de la nature de Socrate. La propriété peut être une des plus célèbres d'être distinct de la tour Eiffel ou d'être distinct de n'importe quelle entité qui est déconnectée, elle aussi, de la nature de Socrate. Et enfin, la propriété d'être membre du singleton Socrate. D'accord ? Donc le singleton, c'est l'ensemble contenant un unique élément, en l'occurrence Socrate. Donc ces 5 propriétés appartiennent toutes nécessairement à Socrate si Socrate existe.
En effet, nécessairement Socrate existe si Socrate existe. Nécessairement Socrate est tel qu'il y a une infinité de nombres premiers si Socrate existe. Nécessairement Socrate est tel que la tour Eiffel est essentiellement une tour si Socrate existe. Nécessairement Socrate est distinct de la tour Eiffel si Socrate existe. Et enfin, nécessairement Socrate est un membre du singleton Socrate si Socrate existe. Pourtant, jamais nous ne dirions, en tout cas selon Fine, qu'être tel qu'il y ait une infinité de nombres premiers, qu'être tel que la tour Eiffel est essentiellement une tour, qu'être distinct de la tour Eiffel ou qu'être un membre du singleton Socrate fait partie de l'essence de Socrate. Après tout, ces propriétés n'ont rien à voir avec l'identité de Socrate. Elles ne nous renseignent absolument pas sur la nature de Socrate, sur ce que c'est que d'être Socrate. D'accord ? À noter que toutes ces propriétés, hormis la première, sont également des contre-exemples à la formulation non conditionnelle de l'approche modale de l'essence. Maintenant, bien que ces contre-exemples aient largement impressionné au sein de la communauté philosophique, la question est de savoir s'ils portent un coup fatal, définitif, au projet d'analyser l'essence en des termes modaux, comme le croit Fine, ou non. Et là, eh bien, il y a d'importants désaccords. En particulier, si certains sont convaincus par les arguments de Fine et se sont donc tournés vers une approche non modale de l'essence, d'autres vont tenter d'y répondre, ce qui a donné lieu à une littérature abondante au cours de la dernière décennie. Donc je vous propose de voir cela plus en détail. Alors, oui, je crois que l'on peut classer les différentes réponses aux contre-exemples de Fine en deux catégories ou selon deux stratégies. D'un côté, on a des philosophes qui tentent de limiter l'impact des contre-exemples, et de l'autre côté, on a des philosophes qui tentent de réviser l'approche modale de l'essence, de sorte qu'elle échappe aux contre-exemples de Fine. À noter que ces deux stratégies ne sont pas forcément incompatibles. Il y a des philosophes comme Nathan Wellman, que vous avez entendu ce matin, ou Sam Colling, qui naviguent entre les deux stratégies, qui vont dire par exemple que l'un ou l'autre contre-exemple de Fine est mauvais, mais que les autres contre-exemples requièrent effectivement une révision de l'approche modale de l'essence. C'est tout à fait possible. Ok, donc commençons peut-être par la première stratégie, celle qui limite l'impact des contre-exemples de Fine. Donc tout d'abord, dans un article de 2007, Fabrice Correa, qui est aussi l'un des grands spécialistes, disons, de ces questions, montre que les contre-exemples de Fine présupposent une certaine conception classique de la modalité métaphysique et qu'il suffit, somme toute, d'en changer pour se débarrasser des contre-exemples, en tout cas de certains d'entre eux. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails ici, d'une part parce que c'est assez technique, et d'autre part parce que Fine lui-même reconnaît, dans un article de 2017, que ces contre-exemples, de 2007, que ces contre-exemples ne concernent effectivement pas toutes les approches modales de l'essence, mais seulement celles qui comprennent les modalités en un sens classique. Donc en somme, certes, les contre-exemples de Fine sont impressionnants, mais il ne faut pas non plus leur accorder un pouvoir qu'ils n'ont pas. Je crois que c'est ça le message de l'article de Correa. La deuxième façon de limiter l'impact des contre-exemples de Fine consiste à nier qu'un ou plusieurs contre-exemples soient réellement des contre-exemples. Alors par exemple, Nathan Wellman pense que c'est parfaitement acceptable de dire que Socrate est essentiellement un membre du singleton Socrate. Ça ne lui pose aucun problème. Donc lorsque Fine affirme le contraire, à savoir qu'il est contre-intuitif de dire qu'être membre du singleton Socrate est essentiel à Socrate, et par conséquent que l'approche modale est fausse, eh bien, il se tromperait. Bon, je ne vais pas trancher le débat ici, même si, intuitivement, je suis plutôt, I'm sorry Nathan, du côté de Fine. Enfin, je ne vois pas bien le rapport entre la nature de Socrate et le fait d'appartenir à tel ou tel ensemble, mais bon. Voilà, non, je peux me tromper. Un autre exemple, c'est Sam Colling qui conteste la pertinence du contre-exemple basé sur la propriété d'exister. En effet, Colling juge acceptable, voire même trivial, d'affirmer qu'une entité contingente, telle que Socrate, existe essentiellement si elle existe. Alors, ça peut paraître un peu étonnant, mais en réalité, ce que nous demande Colling ici, c'est de bien distinguer existence nécessaire et existence essentielle. Donc certes,
l'existence nécessaire ne peut être attribuée qu'à des entités qui existent dans tous les mondes possibles, tels que Dieu, les nombres. Par contre, nous dit Colling, on peut attribuer l'existence essentielle à des entités qui n'existent que dans certains mondes, par exemple Socrate. Pourquoi? Parce que, en tout cas, si l'on en croit la formulation conditionnelle de l'approche modale de l'essence, dire que Socrate possède la propriété d'exister essentiellement, ce n'est rien d'autre que de dire que nécessairement Socrate existe s'il existe, ce qui peut difficilement être nié. Voyez? Donc la propriété d'exister ne pourrait pas, conclut Colling, servir à l'élaboration d'un contre-exemple contre l'approche modale de l'essence. Passons à la seconde stratégie élaborée contre les contre-exemples de Fine, donc celle qui consiste à amender l'approche modale de l'essence pour l'immuniser. Cette stratégie, je crois qu'on peut dire qu'elle a été développée dans deux directions. Dans une première direction, la stratégie consiste à exiger, pour qu'une propriété soit qualifiée d'essentielle à son porteur, que cette propriété soit non seulement nécessaire à son porteur, donc comme l'exige déjà l'approche modale originale, mais également qu'elle soit rare, sparse, au sens de David Lewis. Donc en gros, une propriété rare est une propriété naturelle, une propriété qui peut par exemple être appréhendée par la physique. Cela s'oppose aux propriétés dites abondantes, qui sont essentiellement des constructions linguistiques. Bon, je simplifie volontairement un petit peu les choses, mais voilà, par exemple, être rouge, propriété rare, être rouge ou non rouge, propriété abondante. Et à première vue, cette stratégie, eh bien, elle fonctionne bien. Donc cette stratégie qui exige que les propriétés satisfassent une condition supplémentaire pour être qualifiées d'essentielles, elle fonctionne bien. Pourquoi? Parce que des propriétés telles qu'il y a une infinité de nombres premiers ou être membre du singleton Socrate ne sont évidemment pas des propriétés rares. Donc parce que ces propriétés ne satisfont pas la nouvelle condition qui est posée, elles ne constituent pas des contre-exemples à l'approche modale de l'essence dans sa version révisée. D'accord? Est-ce qu'il faut se satisfaire de cette solution? Je pense pas. Je pense pas. Une raison qui a d'ailleurs été développée récemment dans un article de Catherine Kozlicki est que si cette solution fonctionne bien lorsqu'on considère la nature de Socrate, elle fonctionne nettement moins bien lorsqu'on se penche sur d'autres types d'entités. Prenez par exemple l'entité le singleton Socrate. Un métaphysicien essentialiste pourrait parfaitement affirmer que cette entité possède également une essence. Après tout, posséder une essence n'est pas le propre de Socrate. Mais si le singleton Socrate possède également une essence, eh bien il y a au moins une propriété dont on peut être sûr qu'elle en fait partie, c'est la propriété d'avoir Socrate pour unique membre. Il est essentiel au singleton Socrate d'avoir Socrate pour unique membre. Ça semble assez évident. Or, avoir Socrate pour unique membre n'est pas une propriété rare. D'accord ? Donc il existe bien des propriétés essentielles qui ne sont pas rares. Et par conséquent, cette approche modale révisée de l'essence ne fonctionne pas. D'accord ? Alors que faire ? Une option est de conserver la même stratégie de révision, mais d'exiger qu'en plus d'être nécessaires, les propriétés essentielles soient intrinsèques plutôt que rares. Alors, cette seconde direction a notamment été explorée par David Denby et Gaëtan Beauvais plus récemment. Mais le problème, et vous me voyez venir j'imagine, c'est qu'il y aura aussi des exceptions. D'ailleurs, il n'est même pas dit que cette seconde révision permette de surmonter l'objection que je viens d'exposer. En effet, David Denby reconnaît lui-même dans son article de 2014 que si l'on se base sur la définition de l'intrinsicalité de David Lewis, la propriété avoir Socrate pour unique membre est extrinsèque. Donc une fois encore, cette propriété ne peut pas être essentielle au singleton Socrate, ce qui est bien évidemment contre-intuitif. Bon, je dois concéder que cette objection est assez naïve et je ne dis pas qu'il n'est pas possible pour Wildman ou Denby de la surmonter. Ils peuvent par exemple essayer de redéfinir ce qu'ils entendent par rare ou intrinsèque, de sorte que ces notions englobent des propriétés telles que avoir Socrate pour unique membre. Mais bon, disons que ça devient un peu du bricolage et en plus, ça paraîtrait arbitraire de dire que la propriété avoir Socrate pour unique membre est une propriété rare,
ou intrinsèque, mais que être membre du singleton Socrate, non, juste pour pouvoir éviter les contre-exemples de Fine. Donc, en d'autres termes, même dans le cas où l'on parviendrait à classer avoir Socrate pour unique membre parmi les propriétés rares ou intrinsèques, ce qui n'est déjà pas une mince affaire, on devrait également classer, sous peine d'arbitraire, la propriété être membre du singleton Socrate dans la même catégorie. Mais si on fait ça, ce sont les contre-exemples de Fine qui ressurgissent. Vous voyez ? Oui, pardon, j'ai ajouté aussi à ma slide la forme générale des stratégies de révision de l'approche modale de l'essence, donc qui comprend deux conditions, la nécessité et soit la rareté, soit l'intrinsicalité. Bien. Bon, disons que nous sommes convaincus par les contre-exemples que Kit Fine dirige à l'encontre de l'approche modale de l'essence. Quelle alternative a-t-il à nous proposer? Eh bien, Fine défend une approche non modale de l'essence qu'on appelle habituellement le primitivisme. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que Fine estime que le concept d'essence ne peut pas être analysé en des termes plus fondamentaux. Et je crois que l'on peut dire que le primitivisme est l'approche non modale de l'essence la plus populaire à l'heure actuelle. En tout cas, c'est l'approche non modale de l'essence par défaut, si je puis dire. Cependant, il est important de noter que le primitivisme n'est pas la seule approche non modale de l'essence. Dans la littérature, on trouve plusieurs tentatives d'analyser le concept d'essence, mais cette fois-ci en des termes non modaux. Pourquoi est-ce que ces alternatives non modales au primitivisme sont intéressantes? Eh bien parce que parfois on estime que le concept d'essence est trop mystérieux pour être considéré comme primitif. Bon, vous allez me dire qu'on vient de passer 2 jours à étudier le concept d'essence, donc peut-être que vous ne partagez pas ou plus cet avis, peut-être que le concept d'essence n'a plus de secret pour vous, mais disons que pour certains philosophes, c'est encore un peu mystérieux. Donc sur ma slide, je mentionne 2 positions réductionnistes que je trouve particulièrement intéressantes, mais il y en a d'autres. Tout d'abord, l'approche de John Michael Dunne, qui, pour l'anecdote, est antérieure au primitivisme de Fine, et l'approche de Fabrice Correia et Alexander Skiles, qui est la plus récente puisqu'elle date de 2019. Donc, je vais passer rapidement en revue ces 2 approches. Donc, en ce qui concerne Dunne, il explore la possibilité d'analyser le concept d'essence grâce à la notion d'implication pertinente, qui diffère de l'implication matérielle avec laquelle nous avons l'habitude de travailler. Donc Dunne considère en fait 2 approches, qui sont les suivantes. Donc la première dit que X est essentiellement F si et seulement si quelque chose est X ou est identique à X, alors, au sens pertinent du terme, cette chose est F. Et la seconde, qui est un peu différente puisque la box de la nécessité donc, intègre la parenthèse, dit que X est essentiellement F si et seulement si quelque chose est X ou est identique à X, alors nécessairement cette chose est F. Et dans ces 2 approches, la flèche représente donc non pas l'implication matérielle, mais l'implication pertinente. Alors sans entrer dans les détails, le principal intérêt de cette approche est double. Donc premièrement, elle anticipe le cas du singleton Socrate que Fine dirigera contre les approches modales de l'essence. En particulier, elle permet d'exclure toutes les propriétés non réelles, dirait Dunne, du champ de l'essence. Et deuxièmement, elle permet d'expliciter la notion d'essence, contrairement à la théorie de Fine. Une autre approche réductionniste est donc celle de Correia et Skiles, qui propose une analyse de l'essence en termes d'identité généralisée qu'il faut distinguer de l'identité tout court. Donc brièvement, l'identité tout court est la relation bien connue qui intervient entre des noms ou des expressions nominales, donc typiquement entre Hespérus et Phosphorus, tandis que l'identité généralisée est une relation plus générale qui intervient entre des prédicats, des phrases ou même d'autres types de choses. Donc par exemple, l'identité généralisée est la relation qui intervient dans des cas d'identité générique tels que être F, c'est être G, où être F et être G, c'est la même chose. Donc, par exemple, être de l'eau, c'est être composé d'H2O. Donc, le C est ici la marque de l'identité généralisée. Et ce qui est pratique, c'est que cette notion
d'identité généralisée peut être mobilisée lorsqu'on tente d'expliciter l'essence, non seulement au sens générique, mais également au sens objectuel qui nous intéresse. On dira quelque chose comme « Socrate est essentiellement humain, si et seulement si être humain est essentiel à être Socrate ou à être identique à Socrate ». Donc voilà, il est parfaitement possible, souhaitable, diront certains, d'analyser l'essence en des termes non modaux. Donc en résumé, ici, on est d'accord avec Fine pour dire que l'essence est une notion non modale, mais on est d'accord avec les Wildman, Colling, Denby et Bovet pour dire que l'essence peut être définie en des termes plus fondamentaux. Bien. Maintenant, une conséquence importante de l'approche non modale de l'essence, que j'ai d'ailleurs rapidement mentionné au début de l'exposé, est qu'elle invite à opérer un basculement et à concevoir l'essence non plus comme un amas de propriétés nécessaires, mais au contraire comme la source de la nécessité métaphysique. Ce basculement ou changement de paradigme apparaît très clairement dans l'article de Fine lorsqu'il propose sa caractérisation de la nécessité métaphysique en termes de la notion d'essence. Il écrit « P est métaphysiquement nécessaire si et seulement si P est vrai en vertu de la nature ou de l'essence, Fine utilise nature et essence comme des synonymes, de certains objets. » Et vous remarquerez ici que certains objets est au pluriel. La raison que Philippe Drapeau-Conti me rappelait tout à l'heure est que parfois, pas toujours, seulement dans les cas les plus complexes, les vérités métaphysiquement nécessaires prennent leur source dans des essences collectives, c'est-à-dire dans les essences de plusieurs objets pris ensemble. Prenez par exemple la vérité suivante. Donc, nécessairement, Socrate est distinct de la Tour Eiffel. Eh bien, elle requiert en quelque sorte l'essence de différents objets. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette vérité ne peut pas être vraie uniquement en vertu de Socrate, puisque, comme nous l'avons vu, être distinct de la Tour Eiffel n'appartient pas à l'essence de Socrate, mais cette vérité ne peut pas être non plus vraie en vertu uniquement de l'essence de la Tour Eiffel pour des raisons symétriques. Donc ce que nous dit Fine, c'est que la proposition nécessairement Socrate est distinct de la Tour Eiffel est vraie en vertu de la nature ou de l'essence des deux objets, Socrate et la Tour Eiffel, pris ensemble. Socrate et la Tour Eiffel sont donc, pour ainsi dire, ensemble essentiellement distincts. D'accord ? Donc la notion d'essence chez Fine est très large, d'accord ? Puisqu'elle couvre à la fois des essences individuelles, comme l'essence de Socrate, et des essences collectives, comme l'essence de Socrate et la Tour Eiffel. Une autre remarque que je voulais faire au sujet de la notion de source de la nécessité est que, pour Fine, l'essence est l'unique source de la nécessité métaphysique. C'est ce qu'exprime le « si et seulement si » de sa caractérisation de la nécessité. Mais on peut parfaitement avoir une position plus modérée que celle de Fine et admettre que certaines nécessités trouvent leur source dans les essences et d'autres non. Donc c'est la raison pour laquelle je parle de « a source of metaphysical necessity » et non de « the source of metaphysical necessity ». C'est notamment la position de Bob Hale, qui pense que la nécessité des propositions essentialistes est brute, mais également celle de Goldman, Malosier, Papineau, qui, dans un article récent, défendent que les nécessités logiques n'ont pas de source essentialiste. Passons maintenant à une objection que l'on pourrait adresser à l'approche non modale de l'essence. Cette objection, qui s'inspire de conclusions que l'on trouve dans un article de Joseph Almog, paru d'ailleurs quelques années avant celui de Fine, conteste l'idée que toutes les propriétés essentielles soient des propriétés nécessaires, contrairement à ce que prédit la théorie de Fine. Donc l'essence n'impliquerait pas la nécessité métaphysique. Donc par exemple, peut-être que la propriété d'être humain qui est essentielle à Socrate est également nécessaire à Socrate, mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les propriétés essentielles. Typiquement, Almog affirme que la propriété d'exister est essentielle à Socrate, mais qu'elle n'est pas nécessaire à Socrate, puisque Socrate est un être contingent. Après tout, Socrate n'est pas Dieu, même s'il est vénéré par de nombreux philosophes.
Donc l'article d'Almog, bien que paru avant celui de Fine, offre du matériel aux philosophes qui souhaitent critiquer la conception fanienne du rapport des modalités à l'essence. Et honnêtement, je pense que ces contre-exemples fonctionnent potentiellement assez bien, mais seulement parce que Fine est un peu négligent, en fait, en la circonstance. Ce que je veux dire par là, c'est que dans son article séminal, Fine en appelle exclusivement à l'intuition, pour justifier le fait que toute propriété essentielle est nécessaire. Donc il n'est pas à l'abri qu'on lui oppose des intuitions un peu différentes des siennes. Or, il est possible de caractériser l'essence de façon plus sophistiquée, de sorte qu'elle implique que toutes les propriétés essentielles soient nécessaires. Et c'est notamment ce que permet de faire la caractérisation de l'essence en termes d'identité généralisée défendue par Correia et Scales, que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, très brièvement, pour Correia et Scales, tout ce qui est métaphysiquement nécessaire est une conséquence logique de l'ensemble des vérités d'identité généralisée, qui elles-mêmes, comme je l'avais indiqué, constituent la base de toutes les vérités essentialistes. Donc, dans la théorie de Correia et Scales, l'essence implique bien la nécessité métaphysique, et donc le rapport entre essence et nécessité n'est pas simplement conçu à l'aune de nos intuitions, mais est logiquement établi. D'accord ? Bien, j'en arrive déjà au dernier point que je voulais aborder cet après-midi, à savoir les conséquences de l'approche non modale de l'essence. Comme vous l'imaginez, étant donné que cette approche entraîne un véritable changement de paradigme, les conséquences sont à la fois nombreuses et variées. J'ai donc choisi de me concentrer sur une conséquence en particulier, qui me semble être parmi les plus importantes, celle qui concerne la définition réelle des concepts métaphysiques. Alors, comme vous le savez sans doute, un vieux problème dans l'histoire de la métaphysique est de savoir comment bien définir les choses. Et lorsque je parle de définition ici, je ne parle pas d'analyse linguistique ou conceptuelle, mais bien de définition réelle, c'est-à-dire comment bien spécifier ce que c'est qu'être telle ou telle chose, par exemple Socrate. Alors, en philosophie analytique, donc avant le tournant fanien, ce qu'on avait généralement coutume de faire, donc pour produire de telles définitions, c'était d'établir le profil modal des concepts qui nous intéressent. On essayait par exemple de trouver les propriétés nécessaires d'Érée de Socrate. Mais bien évidemment, avec les contre-exemples de Fine, il n'est plus possible d'agir ainsi, puisque Fine a montré que Socrate possède des propriétés nécessaires qui ne nous renseignent absolument pas sur ce que c'est que d'être Socrate, et par conséquent qui ne doivent pas apparaître dans la définition de Socrate. Donc, par exemple, il est nécessaire à Socrate d'être distinct de la tour Eiffel, mais nous trouverions étrange que cette propriété apparaisse dans la définition réelle de Socrate. Okay ? Alors que faire ? Eh bien, Fine, et plus généralement les adeptes de l'approche non modale de l'essence, estiment qu'il y a une connexion très forte entre la notion d'essence d'une part et celle de définition ou de définition réelle d'autre part. Donc, par exemple, Fine affirme que dire que X est essentiellement F une propriété, c'est définir au moins partiellement X. C'est donc donner une définition réelle au moins partielle de X. Donc ce que suggère Fine, lorsqu'on cherche à produire une définition réelle d'un objet spécifique, c'est de se tourner directement vers l'essence et non plus vers les propriétés nécessaires d'Érée. De toute façon, ces propriétés vont ultimement découler de l'essence. Elles ne sont pas perdues en chemin. Même la propriété nécessaire à Socrate d'être distinct de la tour Eiffel découle ultimement de l'essence, pas de celle de Socrate directement, mais de celle de Socrate et de la tour Eiffel pris ensemble. Bon, en réalité, c'est un peu plus compliqué que cela, parce que pour Fine, donner une définition réelle d'un objet, c'est plus que de donner l'essence de cet objet. Ce que l'on constate dans ses travaux ultérieurs, notamment dans sa publication de 2015, c'est que Fine conçoit la notion de définition réelle comme, je crois que Correia dit, une mixture
entre la notion d'essence et la non moins célèbre notion de fondation, grounding. Bon, ce serait le sujet d'un autre exposé, mais il est vrai que ces dernières années, Fine tend à unifier ces deux notions qui l'ont en quelque sorte d'ailleurs rendu célèbre, donc l'essence et la fondation, dans un cadre commun. Et les deux notions sont mises à contribution pour produire des définitions réelles des objets métaphysiques. Donc en un mot, l'essence nous renseigne sur comment est une chose, et la fondation sur pourquoi une chose est de cette façon. Donc, par exemple, si on cherche à définir le singleton Socrate, on dira d'une part qu'il possède Socrate comme unique membre. Ça, comme nous l'avons vu, c'est une propriété essentielle du singleton Socrate. Et d'autre part, que le singleton Socrate existe en vertu de l'existence de Socrate, et ça, c'est la partie grounding, c'est la partie fondationnelle qui nous renseigne sur les raisons de l'existence de ce singleton. Et ce sont donc ces deux aspects combinés, d'accord, qui nous donnent la définition réelle du singleton Socrate. Voilà, j'en arrive à ma conclusion, qui est d'ailleurs davantage une récapitulation qu'une conclusion, à vrai dire. Donc, dans cet exposé, nous avons vu, premièrement, que le concept d'essence est important, en particulier lorsqu'on s'interroge sur l'identité des choses, c'est-à-dire sur ce que c'est pour une chose d'être ou d'être identique à la chose en question. Deuxièmement, on a vu que Keith Fine proposait 5 contre-exemples contre l'approche modale de l'essence, qui était alors dominante dans la tradition analytique. Donc ces 5 contre-exemples sont en réalité 5 propriétés qui sont nécessairement possédées par Socrate si Socrate existe, mais dont il serait contre-intuitif de dire qu'elles relèvent de l'essence de Socrate. Troisièmement, on a vu que Keith Fine défendait une approche non modale de l'essence qui renverse l'ordre explicatif. L'essence n'est plus expliquée en des termes modaux, mais au contraire, c'est l'essence qui est conçue comme la source de la modalité métaphysique. Et enfin, quatrièmement, on a vu que l'approche non modale de l'essence avait d'importantes conséquences. Elle invite notamment à reconceptualiser la notion de définition réelle des objets métaphysiques. Donc voilà, à travers cet exposé, j'espère d'une part avoir réaffirmé l'importance du concept d'essence pour les métaphysiciens, et d'autre part d'avoir insisté sur le tournant crucial que représentent les travaux de Keith Fine dans la façon d'articuler les notions d'essence et de modalité. J'affiche derrière moi ma bibliographie et je vous remercie.